C'est Nicolas de la Casinière, que les Nantais connaissent aussi bien, qui va faire l'animation de cette table ronde. Cette table ronde qui aurait pu s'appeler la santé est-elle soluble dans les lobbies et dans l'industrie pharmaceutique. Autour de la table, donc Anne Chailleux qui est vice-présidente de Formindep, Marine Martin qui est lanceuse d'alerte sur la dépakine et qui a créé en 2011 son association APESAC. Je laisserai aussi décliner l'intitulé complet. Gérard Bapt, donc, a été député et membre de la commission parlementaire sur le Mediator. On est dans le vif du sujet de l'actualité, mais disons que cette actualité, elle dure depuis déjà pas mal de temps. Benjamin Souris, auteur d'un livre qui s'appelle « Plaidoyer pour un contre-lobbying citoyen », qui va et qui aujourd'hui travaille dans une association qui s'appelle Vox Public, qui va un peu expliquer comment fonctionnent les lobbies. On a des idées peut-être reçues, mais c'est des stratégies qui évoluent assez vite, et donc c'est bien de pouvoir revenir là-dessus. Et puis Élise Van Beneden, qui est donc avocate et membre d'Anticor, secrétaire générale adjointe. Peut-être pour commencer, laisser la parole à Benjamin sur le cadrage de comment fonctionnent les lobbies, quelles sont leurs meilleures stratégies sur le moment, et qu'est-ce que produisent leurs actions dans les décisions autour des médicaments, mais pas que. Voilà. Merci, bonjour à tous. Donc pour commencer, peut-être on va faire le jeu de la définition un peu de ce qu'est le lobbying, pour le différencier justement de l'action des associations. Les lobbies ont tendance à vouloir dire que c'est la même chose, que les associations aussi feraient du lobbying. Effectivement, on peut, en tant qu'association, faire un travail de plaidoyer qui est un travail d'influence sur le décideur politique. Quand on parle de lobbying, on parle surtout de représentants d'intérêts privés et économiques auprès du décideur. Et justement, à travers la notion de décideur, on entend souvent, on pense aux élus, aux députés, aux parlementaires, avec cette image un peu classique du lobbyiste qui traînerait dans les couloirs, donc les lobbies de l'Assemblée nationale, pour faire passer un petit amendement par-ci par-là. Déjà, c'est presque en fait la stratégie de faire passer des amendements à un élu, c'est presque un aveu de faiblesse de la part d'un lobby, puisqu'en fait c'est que vous êtes tout en fin de course de la création de la loi et que vous essayez de la modifier au dernier moment. Mais il faut savoir que quand même 90% des lois françaises sont faites dans les cabinets ministériels et seulement 10% sont faites à l'initiative du Parlement. Donc un bon lobbying se fera déjà largement en amont du travail législatif. Il se fera sur une cible qui sera la cible administrative dans les cabinets de ministères. Et maintenant, pour attaquer sur justement le problème de la santé, moi, ce que j'ai vu dans mes travaux, c'est que le lobbying justement ne limite plus aujourd'hui à ce travail d'influence, influence qui voudrait être celui d'orienter une prise de décision favorable à l'intérêt d'une industrie. Et aujourd'hui, par exemple, sur le secteur du médicament, effectivement, on peut, en tant qu'association, faire un travail de plaidoyer qui est un travail d'influence sur le décideur politique. Quand on parle de lobbying, on parle surtout de représentants d'intérêts privés et économiques auprès du décideur. Et justement, à travers la notion de décideur, on entend souvent, on pense aux élus, aux députés, aux parlementaires, avec cette image un peu classique du lobbyiste qui traînerait dans les couloirs, donc les lobbies de l'Assemblée nationale, pour faire passer un petit amendement par-ci par-là. C'est presque en fait la stratégie de faire passer des amendements à un élu, c'est presque un aveu de faiblesse de la part d'un lobby, puisqu'en fait c'est que vous êtes tout en fin de course de la création de la loi et que vous essayez de la modifier au dernier moment. Mais il faut savoir que quand même 90% des lois françaises sont faites dans les cabinets ministériels et seulement 10% sont faites à l'initiative du Parlement. Donc
un bon lobbying se fera déjà largement en amont du travail législatif. Il se fera sur une cible qui sera la cible administrative dans les cabinets de ministères. Et maintenant, pour attaquer sur justement le problème de la santé, moi, ce que j'ai vu dans mes travaux, c'est que le lobbying justement ne limite plus aujourd'hui à ce travail d'influence qui voudrait être celui d'orienter une prise de décision favorable à l'intérêt d'une industrie. Et aujourd'hui, par exemple, sur le secteur du médicament, comme c'est le sujet aujourd'hui, il faut remonter à une modification en fait du système français et la place des experts. Donc moi, ce qui m'a inquiété le plus dans le travail que j'ai pu mener d'investigation, à l'époque j'étais journaliste en fait quand j'ai fait ce travail sur les lobbies, j'ai beaucoup étudié justement les questions de santé et plutôt du côté autorisation, tout ce qui était agrochimie et OGM. À l'époque j'étais dans le réseau militant anti-OGM français. J'ai étudié les stratégies au niveau européen avec l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire, et puis en France, j'ai été amené à étudier le cas du Mediator. Et ce qu'on voit, c'est justement la place des experts de plus en plus grande depuis le scandale du sang contaminé en France, avec cette phrase que vous devez tous avoir en tête de l'actuel ministre de l'époque, Georgina Dufoy, aux affaires sociales, qui était responsable mais pas coupable. Alors, cette phrase, en fait, qu'est-ce qu'elle relève aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a changé dans le système français? C'est l'arrivée des experts en tant que fusible de la décision politique. Et finalement, on reconnaît que le politique n'est plus le responsable de la prise de décision ou de la mauvaise prise de décision qui a abouti à un scandale sanitaire à la fin. Et en fait, c'est l'expert qui est désigné aujourd'hui en responsable, chose qu'on verra justement sur l'affaire du Mediator, avec le rôle de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et justement, la problématique d'influence ici, c'est ce qu'on arrive à une problématique non plus d'influence pour la part de l'industrie pharmaceutique, c'est la problématique de la capture. La capture, en fait, je la définis sur 3 volets principaux. On peut la reconnaître à ça, c'est d'une part effectivement l'influence de l'industrie sur la décision politique, auprès des cabinets ministériels, auprès des élus ou autres. Ensuite, un travail auprès des agences nationales de sécurité sanitaire, qui deviennent des espaces de décision, où dès qu'il y a un cabinet, une agence d'expertise française sont là en fait pour gérer le risque administratif et politique au nom de la science. Mais en réalité, c'est un processus administratif plus que réellement scientifique. Et c'est à ces experts aujourd'hui qu'on confie la responsabilité de décider si tel ou tel médicament sera mis sur le marché. C'est à d'autres experts encore à qui on confie de savoir à combien sera remboursé ce médicament qui sera oui ou non mis sur le marché. Donc en fait, on a des experts en France qui ont un mandat pas très clair, je pense qu'on reviendra là-dessus, qui sont à peine, qui travaillent pas pour l'État, en fait c'est presque du bénévolat comme ils diront eux-mêmes. Par contre, ce qu'on réalise, c'est que ces experts sont pétris de conflits d'intérêts souvent. Et justement, dans les organismes publics comme ça, on retrouve des experts à qui on confie une mission d'utilité publique et qui pourtant travaillent en même temps pour l'industrie, avec divers types de rémunération derrière cachés, ce qui vont caractériser les conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts étant justement le conflit entre la mission publique à laquelle il sera confié et des intérêts privés, souvent dissimulés. Donc là-dessus, on verra la solution, mais il y a un effort à faire. Et enfin, le troisième degré de la capture, c'est la problématique des portes tournantes. Et donc le passage du public au privé et aux fonctionnaires qui justement vont travailler à un moment donné pour le ministère de la Santé et puis quelques années plus tard qui se retrouvent à conseiller ce même secteur de l'industrie pharmaceutique. Et une personnalité qu'on n'a pas citée encore aujourd'hui mais qui fait partie des grands cas, Cahuzac, qui était conseiller médicaments dans le cabinet Evin et qui quelques années plus tard, après avoir respecté lui pour le coup, il y a des périodes, ce qu'on appelle de cool-off, au niveau européen, c'est-à-dire pendant 3 ans à 5 ans, vous ne pouvez pas travailler pour un secteur avec qui vous avez été en charge de la régulation. Il l'a respecté, mais subitement, M. Cahuzac avait ouvert un cabinet de conseil
Donc il était devenu consultant pour l'industrie pharmaceutique, à qui il donnait des conseils pour faciliter la mise sur le marché de nouveaux médicaments, du fait de sa connaissance acquise des mécanismes administratifs en interne. M. Cahuzac s'est retrouvé à faire énormément d'argent avec ses conseils. Conseil aujourd'hui, c'est des activités qui existent toujours, hein, le consulting de personnes privées envers des entreprises. Ça rémunère très fortement, on parle de 15, 20, 100 000 euros par-ci, par-là, pour des conseils où est-ce qu'on vous a donné une feuille de recommandation, une page, 2 pages, un rapport, est-ce que c'était une discussion de 2 heures ou 3 heures? Ce qu'il en est, c'est qu'aujourd'hui le consulting rapportait visiblement tellement d'argent à M. Cahuzac qu'il a eu la nécessité de mettre un peu d'argent à gauche dans les paradis fiscaux à cette époque-là. La problématique est, j'accuse pas M. Cahuzac de l'être, mais c'est quelque chose que j'ai noté dans mon livre, c'est une problématique de finalement corruption douce ou corruption différée dans le temps, avec cette problématique des portes tournantes, où finalement les services rendus un jour pourront peut-être être rémunérés dans une carrière plus tard, quelques années plus tard, sous des formes totalement légales, justement de participation des missions de consulting, et qui sont aujourd'hui tout à fait légales, mais que pour ma part, je considérais peut-être comme une forme de corruption douce. Et là-dessus, justement, donc, pour les questions de santé, tous ces conflits d'intérêts, finalement, ont contribué à miner les agences d'expertise nationales au niveau de la santé et de différents cas. Et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque nouveau scandale sanitaire qui vient, on crée une nouvelle agence sanitaire qui va résoudre les problèmes de la précédente, et on peut voir à chaque fois justement cette nouvelle agence sanitaire, elle va être définie par les termes de la loi, et les lobbies interviennent systématiquement auprès justement des élus à ce moment-là pour mettre déjà le verre dans la pomme, créer des exceptions, créer des zones d'ombre comme ça. Et si on suit vraiment bien la chose, on peut savoir déjà en faisant l'histoire comme ça des différentes agences françaises où sera le prochain scandale sanitaire, puisque les lobbies, en fait, le travail d'influence générale sur le législateur pour boucler la boucle, et là déjà pour faire un cadre réglementaire, soit qui lui est favorable, soit dans ce cadre réglementaire justement créer des exceptions, des choses trappes et autres comme ça, qui lui permettront de profiter du système, de pouvoir placer ses pions, ses personnes au bon endroit. Et c'est comme ça qu'en fait on arrive vraiment non plus à un travail comme voudraient se défendre les lobbies, de dire oui, nous on est juste là des experts pour conseiller le décideur, il a besoin de nous. En réalité, les stratégies poursuivies par beaucoup d'entreprises, et c'est vraiment flagrant dans l'industrie pharmaceutique, avec quand même 2 groupes français parmi les plus grands groupes Servier, qui défendent leur galette pour maintenir leur influence, leur domination sur le marché, obtenir des stratégies de monopole, écarter la concurrence aussi, et justement avec ce marché français très particulier, avec sa sécurité sociale, l'État qui est à la fois en fait qui définit le marché, c'est un marché encadré, le médicament, et l'État qui est en charge d'encadrer totalement un marché qui pourtant rapporte des milliards, et c'est en même temps l'État qui fixe le prix des médicaments, qui les rembourse et autres. Donc on voit que les entreprises là-dessus ne sont plus du tout sur une stratégie d'influence, mais vraiment de capture de la décision, de capture de l'État, de l'administration, pour s'assurer justement un marché tout à fait rentable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions qui sont nombreuses, et je pense qu'après on va pouvoir participer à travailler. J'en aurai aussi sans doute à vous reproposer par la suite. Voilà, pour ma partie, je vais commencer. Je vais passer la parole à Gérard Babb pour savoir un petit peu si le schéma décrit par Benjamin Souris était finalement assez conforme à ce qui s'est passé dans l'affaire du Mediator. Et la deuxième question, je le fais tout de suite parce qu'après je lâcherai le micro, c'est de se demander le rôle des parlementaires et qu'est-ce qu'a produit ou n'a pas produit le dévoilement qui s'est fait à travers cette commission parlementaire. Merci d'abord à Anticor de m'avoir invité. J'ai un petit peu découvert l'association à cette occasion-là. Je pense d'ailleurs que pour répondre à Françoise, je prendrai ma carte. Bravo.
Donc je vais en quitter d'autres. Moi je suis venu sur les questions de santé en 2012 à partir du moment où à la Commission des Finances j'ai été rapporteur du budget de la mission santé. Ce qu'on appelle la mission santé, ce sont les crédits de l'État consacrés à la santé. Il faut distinguer les crédits de leur assurance maladie, autre chose, mais l'État consacre des crédits, ne serait-ce que pour le fonctionnement de sa propre administration concernant la santé, mais aussi les actions qu'il peut développer ou le financement d'organismes qui concourent à ces missions-là, et notamment les agences. Il se trouve que j'ai été donc rapporteur de ces crédits de la mission santé, et que c'est à cette occasion-là que j'avais rencontré l'AFSAPS, qui s'appelait donc l'Agence française de sécurité des produits de santé, qui tous les ans venait me faire des part de problèmes financiers. Prémonitoire, c'est intéressant. J'ai rencontré donc ces dirigeants qui me donnaient un bon compte rendu d'activité sur du papier quadrichromé, me disaient qu'ils n'avaient pas assez de sous et pas assez de personnel pour y travailler. Et puis un jour, je tombe sur une interview, je crois que c'était le Parisien à l'époque, d'Irène Frachon, qui était en train d'expliquer la difficulté dans laquelle elle se trouvait parce que son livre intitulé « Mediator, combien de morts ?» avait été censuré par le TGI de Brest. Avec des livres qui étaient déjà partis en librairie, qui sont obligés de revenir. La petite maison d'édition brestoise a failli faire faillite à cette occasion-là. Très difficile ensuite de remettre ça dans le circuit, paraît-il, à partir du moment où le livre a été retiré des librairies et des points de vente. Et c'est à partir de ce moment-là que, interloqué, parce qu'elle attaquait l'AFSAPS, j'ai pris contact avec elle, et puis notre histoire commune a commencé à ce moment-là. Mais le médiateur était déjà retiré, donc je suis venu dans un second temps. Je ne suis pas un lanceur d'alerte, moi, mais je suis un transmetteur d'alerte. Dès le départ, lorsque j'ai été rapporteur de ce budget, c'était en 2002, j'avais été interloqué par les problèmes concernant l'insuffisante réactivité des institutions de sécurité sanitaire par rapport aux alertes qui venaient d'être lancées. Et la première fois où j'ai été interloqué de cette manière-là, c'était à l'occasion de la canicule. Cette canicule qui en fait avait été prévue et avait été analysée, et des propositions très très précises avaient été faites précédemment à l'occasion d'une canicule localisée qui s'était passée à Marseille dans la fin des années 1990, et où un professeur de santé publique, le professeur San Marco, avait sorti un rapport et fait des propositions et essayé depuis ce jour-là de batailler pour que ces propositions soient reprises. N'avait pas été reprises avec la catastrophe, que même en cours de catastrophe, nos institutions de sécurité sanitaire n'ont même pas vu se profiler. Il a fallu la fameuse interview de Patrick Chelou pour alerter à la France entière sur le fait qu'on était en train de mourir aux urgences de la canicule. Donc ça, c'était ma préoccupation, qui perdure toujours. La Dépakine en est encore une illustration. La seconde étant l'insuffisance de gestion du rôle de l'argent en général dans toutes les institutions et les procédures de décision. Et ça implique donc nécessité de transparence. Et donc ça a été le second axe sur lequel toujours j'ai essayé de travailler, la nécessité d'établir la plus grande transparence. Et je l'ai d'autant plus mal vécu que pendant l'affaire Mediator, je me suis heurté à l'inertie, voire à l'hostilité à peine voilée, lorsque j'essayais de comprendre, en allant interroger les responsables de la sécurité sanitaire, comment on avait pu en arriver à une affaire comme celle du Mediator. Ce manque de transparence, il y a certes le lobbying et l'affaire de l'argent, mais il y a aussi, il faut bien le dire, une espèce d'entre-soi, d'entre-gens, de lien d'amitié dans tout ce qui concerne la haute fonction publique affectée notamment à la santé, où à la fois les intérêts de carrière, les amitiés croisées, les services rendus par le passé entre les uns et les autres dans ce monde-là, qui est le monde de l'élite administrative
et qui souvent dans le domaine de la santé ne circulent pas beaucoup avec les autres secteurs, et qui font qu'on se serre toujours les coudes. C'est d'ailleurs la même chose que je rencontre à l'heure actuelle concernant l'affaire du lévothyrox. Mais ça c'est encore un autre problème. Lorsque donc, je suis arrivé dans cette affaire, c'était uniquement pour soutenir Irène Frachon, qui quand même était psychologiquement au bord du gouffre à ce moment-là. C'est très dur pour un lanceur d'alerte d'avancer et de se dévoiler, simplement pour essayer de faire en sorte que les patients qui avaient pris du Mediator, ils sont au moins repérés, examinés, et éventuellement accompagnés et traités si on décelait déjà le début de valvulopathie ou d'hypertension artérielle pulmonaire, qui étaient les deux effets délétères majeurs de cette molécule. Et puis je me suis heurté en parallèle, bien entendu, au-delà de cette opacité, au lien d'intérêt, et au conflit d'intérêt incroyable qui pouvait régner à l'époque, avec un laboratoire qui par ailleurs savait prendre ses marques de les sphères politiques françaises, de manière à avoir toujours des correspondants au moment où les régimes changeaient et où il fallait donc bien se passer. Un an ou 2 ans avant l'éclatement de l'affaire Mediator, l'éclatement public, M. Sarkozy remettait la Légion d'honneur à M. Servier. M. Servier se plaignait de la lourdeur des procédures qui enchaînaient dans leur progrès la recherche médicale et les efforts du laboratoire pour le bien des patients. Et M. Sarkozy lui répondait bien entendu que, il trouvait aussi qu'il y avait trop de procédures, trop de normes et qu'il fallait alléger tout ça pour le bien des patients. Et c'est une autre préoccupation d'ailleurs que j'ai mis en ce moment concernant, ça c'est peut-être plus sous forme indemne, l'octroi des AMM. À l'occasion du dernier CSIS, Comité stratégique des industries de santé, une fois de plus l'industrie s'est plaint de la lenteur des procédures concernant l'autorisation de mise sur le marché d'un produit nouveau. Et une dans le fond, on leur a dit, mais oui, on va raccourcir ça, on va alléger ça, vous en faites pas. Ce qui fait qu'au fur et à mesure que des produits nouveaux arrivent, le produit est de moins en moins étudié en ce qui concerne ses effets à moyen ou à long terme sur les patients, et que c'est après la mise sur le marché que l'on observe en vie réelle, comme on dit, dans la population concernée par ce traitement, les effets délétères éventuels. Tout ça donc, c'est le poids, je crois, économique, cette fois-ci. Et puis ensuite, je crois qu'il faut aussi insister sur le poids culturel, qui passe aussi par le relais de l'argent néanmoins. C'est que les laboratoires ayant abandonné l'idée que les visiteurs médicaux avaient désormais un rôle prépondérant pour la promotion de leurs produits depuis l'apparition des génériques, puisque le pharmacien pouvant changer de produit, ce n'était pas la peine d'aller visiter les médecins si le pharmacien pouvait le faire. Il faut d'ailleurs passer des accords avec le pharmacien. On passe maintenant par ce qu'on appelle des leaders d'opinion, c'est-à-dire des professeurs, généralement, les grands noms, les laboratoires, les capitales laboratoires, et qui intervenant influent donc sur les confrères, sur les prescripteurs, sur les médecins généralistes qui n'ont pas le temps, eux, d'étudier beaucoup ou de lire la revue prescrite, et qui influent aussi, bien entendu, sur la formation initiale, la culture médicale, comme on dit. Ce qui explique beaucoup l'inertie devant laquelle on se trouve par rapport à un corps médical qui, à l'occasion du Mediator pour les cardiologues, à l'occasion de la dépakine pour les neurologues, à l'occasion des pilules de 3e, 4e génération pour les gynéco-obstétriciens, ces médecins-là ne réagissent pas ou bien se protègent instinctivement, puisqu'ils ont à la fois la voix des leaders d'opinion, et d'autre part, ils ont aussi, bien entendu, la crainte de ce que, s'il y a des plaintes, ils puissent être, en tant que prescripteurs, mis en cause. Enfin, dernier pan sur lequel l'argent intervient aussi, c'est la recherche. On parlait ce matin des partenariats publics-privés pour les collectivités locales. Aujourd'hui, vous avez le partenariat public-privé pour la recherche scientifique et en particulier médicale. Mais il n'y a plus d'argent lorsque la recherche ne correspond pas à l'intérêt immédiat, et on sait qu'ils sont attachés à ça, de firmes. Donc c'est déjà une orientation donnée aux actions de recherche, puisque la recherche publique n'a pratiquement plus les moyens de mener de telles études. Toute sa vie, le second pas, c'est qu'à partir du moment où des liens sont créés ainsi entre les chercheurs, fut-il publics, et l'industrie privée,
Mais on sait bien, des études l'ont montré, que même inconsciemment, même s'il n'y a pas d'intérêt financier pour ces chercheurs-là, en tout cas il y en a un pour le fonctionnement de leur structure de recherche, leur labo, il y a donc une tendance à privilégier l'intérêt de la firme par rapport à l'intérêt de la recherche. Sanofi vient d'annoncer qu'ils abandonnaient l'an prochain la recherche sur Alzheimer. Oui, on vient de supprimer le remboursement des médicaments anti-Alzheimer qui étaient inutiles. Donc, ça s'oriente vers d'autres choses qui sont sans doute plus lucratives dans l'immédiat. C'est un énorme problème qui ne peut se traiter, je crois, que par la transparence et puis par des actions où il y aurait des sanctions contre ceux qui contreviendraient, et non seulement sur ceux qui ont été corrompus, mais aussi sur les hauts fonctionnaires ou les responsables ministériels qui ont pu fermer les yeux ou couvrir pour éviter le scandale, le discrédit, ne pas perdre la confiance de la population. Mieux vaut effectivement cacher les choses que de la perdre. Voilà, bon, c'était une quiz d'introduction. Le schéma qui est expliqué par Benjamin correspond un peu à ce que vous avez découvert. Et après, aussi, ce que c'est que d'organiser des victimes, quel contre-pouvoir ça peut représenter, comment on agit, quels sont les freins qu'on a. Enfin, ça fait beaucoup de questions, mais... Non, bah d'accord, j'avais accès ça moi sur comment, au travers du scandale de la Dépakine, j'avais été confrontée finalement au lobby directement. Et donc, pour rappeler un petit peu ce que c'est que le scandale de la Dépakine, c'est un antiépileptique qui est très très vieux, qui existe depuis 1967 en France. C'est une découverte française, grenobloise, puisque c'est le laboratoire Labase au départ qui a fait cette découverte-là en cherchant un remède contre la tremblote du mouton, et ils se sont aperçus que l'acide acétate avait des capacités anticonvulsivantes. Donc la PESAC, c'est l'association des parents souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, donc tout ce qui est anti-épileptique. Et donc c'est comme ça que la Dépakine commence par sa mise sur le marché. Elle sera donc rachetée par la suite par le laboratoire Sanofi, donc les deux grands laboratoires français au cœur de grands scandales, Servier et Sanofi, les deux S. Voilà, et donc moi en fait je suis une femme épileptique, une maman comme madame tout le monde, qui en fait va avoir une première petite fille en 99 et puis un fils en 2002 qui naît avec une malformation urogénitale qu'on appelle hypospania. C'est extrêmement complexe, mais à l'époque, je me dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas cette malformation génétique dans la famille, mais par contre, il y avait un article dans la presse qui sortait sur les fils d'agriculteurs exposés aux pesticides qui avaient ce type de malformation. Mon fils a grandi, à l'âge de marcher, il ne marchait pas, à l'âge de parler, il ne parlait pas, on diagnostique des troubles autistiques, etc., etc. C'est trop de malchance pour être honnête. Et donc, je vais repenser à cet article du Midi Libre, parce que j'habite à Perpignan, dans le sud de la France, et je vais me dire, voilà, tous les jours, je ne consomme pas des pesticides, par contre, tous les jours, je consomme un médicament. En 2009, donc Google existait, j'ai tapé médicaments dangereux pour la grossesse. Et là, je suis tombée sur le site d'un hôpital français, l'hôpital Trousseau à Paris, qui est le centre de recherche des agents tératogènes. Découvert ce moment-là, tératogène, c'est phétotoxique, toxique pour le fœtus pendant la grossesse. Et c'est là que je découvre que le médicament le plus toxique, c'est le Roaccutane, l'antiacnéique. Et en numéro 2, c'est la Dépakine, c'est celui que je prends tous les jours. Je me jette sur ma boîte de Dépakine qui est sur mon frigo, je regarde la notice, aucune contre-indication chez la femme enceinte. Bien sûr, j'avais posé la question en 99 et en 2002 quand j'ai eu mes 2 enfants, est-ce que c'est dangereux pour le fœtus? On m'avait dit, mais non, Madame Martin, le placenta c'est comme un filtre à café, voilà, ça s'arrête là. Moi je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait 8 ans d'études, on croit le gynécologue, le neurologue et le médecin généraliste qui vous disent la même chose. Donc voilà comment je tombe des nues. Bien sûr, je tombe en sanglots, enfin, je m'effondre toute seule face à mon ordinateur, parce que j'ai l'impression d'avoir empoisonné mon enfant en ayant consommé ce médicament-là. Simplement, moi, sans ce médicament, je meurs. Donc voilà, une crise d'épilepsie, il faut savoir qu'on peut tomber. Et la différence du médiator qui servait pas à grand-chose à part maigrir, la Dépakine, elle est utile. Mais tous les jours, des enfants vont naître sous Dépakine et tu ne dis rien et tu ne fais rien. C'est une assistance à personne en danger, donc il faut que je le dénonce. En fait, je le raconte dans mon livre que je crée la PESAC, l'association des victimes, en 2011. Et 2011, c'est quoi? C'est l'année du Mediator à la télévision. Et forcément, quand on voit une femme comme ça, comme je dis, on s'arrête de faire ce qu'on fait, on l'écoute, on est tellement captivé.
Elle a une aura exceptionnelle et donc c'est en voyant aussi Irène que je me suis dit il faut aussi que je me lance dans ce combat judiciaire et que je le médiatise parce que sinon personne ne m'écoutera du fin fond des Pyrénées-Orientales. Et moi, du fond de ma province, pour toucher les médias nationaux, ça va être compliqué. Et très rapidement, donc je vais me heurter au lobby. Et notamment, ça va commencer avec le lobby dans le monde hospitalier, où on me dit, mais Madame Martin, ça n'existe pas, cette pathologie-là, donc je vais démontrer grâce au site du CRAT que si, ça existe. Donc je vais découvrir, ce sont les centres de génétique qui diagnostiquent les enfants par ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, c'est-à-dire en écartant les autres causes possibles, il ne reste plus que la dépakine comme finalement poison et cause des troubles. Et donc je vais me retrouver comme ça à rencontrer monsieur Verloès, Alain Verloès, généticien Robert Debray, qui me dit « Ah oui, mais envoyez-moi des enfants de votre association, je connais parfaitement bien la problématique, je suis un expert. » Et donc j'ai commencé à lui envoyer des enfants et puis finalement... les familles vont revenir vachement déçues parce qu'elles n'auront pas le diagnostic de ce qu'on appelle l'embryophétopathie ovalproate du nom de la molécule. En fait, je vais m'apercevoir que je vais commencer à mettre sur les sites les coordonnées de ce professeur et très rapidement, je vais recevoir un appel et là... Comme je suis fan d'Irène Frachon et d'Élise Lucet, malheureusement j'enregistre tout. Donc en me disant mais Madame Martin, il faut absolument que vous retiriez les coordonnées du professeur Verloès parce que vous comprenez, c'est pour nous c'est embêtant. Comme certaines familles commençaient à porter plainte, le nom du professeur Verloès apparaissait dans les comptes rendus. Il n'y a plus d'argent pour l'hôpital Robert Debray pour les recherches. Et malheureusement, le professeur Yvon, donc le directeur adjoint de l'hôpital, va le déclarer. Donc forcément, après, comme j'avais vite compris le mécanisme de la presse, je vais appeler l'APM, en l'occurrence c'était l'agence de presse médicale, et je vais dénoncer ce scandale dans la presse médicale. Et la pression, là, elle venait de l'hôpital qui me demandait de retirer les coordonnées que j'avais mises sur mon site, alors qu'elles étaient publiques, leurs coordonnées, pour ne pas effectivement poser problème au professeur Verloès et à l'hôpital qui éventuellement était susceptible d'avoir des crédits recherche par le laboratoire Sanofi. Donc ça va être ma première confrontation. Donc là, entendez-nous, on comprend que rapidement on n'aura pas de diagnostic, qui dit pas de diagnostic, pas d'indemnisation, enfin bon, voilà. Je vais découvrir aussi, à ma grande surprise, parce que Épilepsie France, il existe une association des épileptiques qui vient à Perpignan. Je vais les écouter. Là, pareil, le neurologue qui était en face de moi, je lui dis, mais vous connaissez le CRAT qui dit que la dépakine, c'est dangereux chez les femmes enceintes pendant la grossesse? Ah non, mais ça n'existe pas, c'est pas vrai, etc. Je dis, pardon, moi j'ai 2 enfants là. Bon, bref, s'ensuit un dialogue difficile avec le neurologue dans l'assistance. Et puis à la fin, je prends les petits flyers. Et là, qu'est-ce que je trouve? Un flyer d'Épilepsie France datant on était en 2012, épilepsie et grossesse. J'ouvre le document, je regarde, je me renseigne. Aucune mention des dangers des antiépileptiques chez la femme enceinte. Et puis derrière, il y avait marqué flyer édité avec le soutien de Sanofi Aventis. Et là, vous avez compris. Vous avez compris qu'au sein même des associations de patients, ils avaient réussi à gangréner les trucs jusqu'à filer de l'argent pour les éditions de papier et autres. Voilà comment ma deuxième désillusion va me permettre de comprendre pourquoi ça fait 50 ans que le médicament est sur le marché et pourquoi ça fait 50 ans que personne n'avait entendu parler de la toxicité de la dépakine chez les femmes enceintes. Et enfin, donc nos chers politiques, on va s'apercevoir rapidement que Monsieur Macron, pour ne pas le citer, connaît extrêmement bien Monsieur Serge Weinberg, qui est le PDG de chez Sanofi Aventis France, là, et qui effectivement connaît Monsieur Emmanuel Macron depuis extrêmement longtemps, puisque c'est lui qui l'a fait rentrer comme banquier d'affaires chez Rothschild, et qui va lui permettre d'avoir la carrière qu'on lui connaît, et qui va lui conseiller de s'enrichir avant de s'engager dans la politique. Donc voilà comment, entre autres, parce que voilà, et très rapidement, on va s'apercevoir que effectivement, Sanofi était là au moment de l'investiture de M. Macron à l'Élysée, et qu'on voit qui c'est qu'on voit au milieu, Serge Weinberg, Emmanuel Macron qui font la foule pour aller le saluer et lui serrer la main. Et comme je dis, moi, je n'étais pas invitée à ces soirées-là. Par la suite, Olivier Brandicourt, qui récemment a été remercié, mais bon, son successeur fera aussi bien que lui, est reçu à l'Élysée à l'occasion des Dolders, donc c'est des réunions de Big Pharma. Eux, par contre, les politiques, on leur accorde des crédits impôts recherche alors qu'ils licencient leurs chercheurs. Voilà, parce que Sanofi, sa manière de faire de la recherche, lui, c'est que donc il licencie les chercheurs et puis il rachète des petites startups qui viennent de découvrir un médicament. Voilà, et par contre, il continue à toucher les crédits impôts recherche. Voilà comment, au travers de la dépakine, je vais comprendre tout le maillon et que je vais avoir
commencer à avoir des éléments qui vont m'expliquer pourquoi ça fait 50 ans que le produit est sur le marché. Ça fait potentiellement 35 000 victimes. Hein, parce que l'épilepsie et la bipolarité, qui sont les deux raisons pour lesquelles on prescrit de la dépakine, elle est connue sous le nom d'épakine, d'épacote, d'épamide, parce qu'en fonction des maladies, on adapte le nom à la clientèle. Et donc, voilà comment on a rendu des dizaines de milliers d'enfants autistes. On se demande, mais pourquoi les chiffres augmentent chaque année? Si peut-être on arrêtait de donner des cochonneries aux femmes enceintes, ça irait peut-être mieux. Voilà. Alors, Anne Chailleux, pour Formindep, est-ce que vous reconnaissez, est-ce qu'il y a des échos dans les premiers propos qui correspondent un peu à vos axes de bagarre de votre association? Oui, alors déjà pour savoir d'où on parle, ce Formindep, c'est clairement pas une grosse association. Je suis impressionnée par ce genre d'audience pour une association. La nôtre, ça se tient quasiment dans une cabine téléphonique. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est une expression. Notre association a une quinzaine d'années. C'est une association qui a été fondée initialement par des médecins généralistes au début, qui souhaitaient libérer en quelque sorte les soignants de l'influence commerciale des laboratoires pharmaceutiques, mais aussi maintenant des dispositifs médicaux, ou aussi maintenant des opérateurs de données. Par exemple, Orange est très actif dans le domaine de la santé. Et cette association vise donc à sensibiliser les étudiants en médecine, le public, les soignants, à la question des conflits d'intérêts, les identifier, les rendre connus, les rendre visibles, et puis bien sûr veiller à ce qu'ils aient le moins d'effets possible ensuite sur la santé, parce qu'un conflit d'intérêt dans le domaine sanitaire, c'est un risque sanitaire tout simplement. C'est non seulement un risque démocratique pour l'intégrité de la décision publique comme dans tout autre domaine, mais ça se double, et malheureusement Marie peut en témoigner, d'un risque pour la santé des personnes. Donc voilà d'où je parle. Alors oui, tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, ça fait écho avec notre expérience. Ce qu'on reconnaît là, c'est que ce secteur est finalement plus sensible. Les conflits d'intérêts sont potentiellement encore plus délétères dans ce secteur que dans tout autre. C'est, je pense, un des secteurs les plus perméables à cette question des conflits d'intérêts. Et à cela, plusieurs explications. Donc, une qui a été abordée déjà par Gérard Bapt. Dès vos premières années de médecine, très vite, vous allez être baigné dans une culture finalement de coopération avec l'industrie pharmaceutique. Vous allez recevoir, dès vos premières années d'études, la visite dans ce qu'on appelle les visiteurs médicaux, qui sont des délégués commerciaux qui viennent faire l'article, qui viennent faire de la publicité jusque dans les services des hôpitaux. Il faut savoir qu'on entre dans le service d'un hôpital pour faire un discours marketing. C'est assez incroyable. Vous pouvez voir sur tout immeuble des panneaux interdits au démarchage, et pas sur les hôpitaux. Ça, c'est dès le début, très tôt, on a cette acculturation du corps médical. Et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que de fil en aiguille, quand vous devenez interne, on va vous offrir une invitation à un congrès. On va ensuite vous financer votre thèse, on va vous financer un postdoc. Et finalement, de fil en aiguille, insensiblement, l'industrie pharmaceutique va construire des carrières. Et donc, c'est une remarque qui a été faite à nos adhérents qui émettaient des objections sur la légitimité de ce genre de relations. On lui a reproché de, je cite, cracher dans la soupe. Mais depuis quand l'industrie pharmaceutique est-elle censée être celle qui nourrit des médecins hospitaliers qui sont des fonctionnaires, qui sont payés déjà pour les fonctions de soins et de recherche qu'ils doivent exercer? Cette culture, ça marche très bien, au point où cette question de l'indépendance, quand on revendique l'indépendance, c'est vu de façon assez suspecte par les médecins, voire hostile. Et c'est pourtant une question qui se pose depuis l'Antiquité. Dans le serment d'Hippocrate, vous avez déjà une phrase qui dit « Je préserverai mon indépendance ». Aujourd'hui, en revanche, vous avez un ancien directeur d'agence de santé publique. J'ai une voix qui porte plus. Philippe Lamoureux, donc ancien président de l'INPES, donc l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, une agence publique, a pantouflé dans le privé, directement à la tête du lobby de l'industrie pharmaceutique française. Et il a une petite phrase qui fait florès chez tous les médecins encore aujourd'hui, beaucoup acquiescent. Un expert sans lien d'intérêt est un expert sans intérêt. Et vous avez une autre variante. L'expert pose la question de sa compétence. Ça, c'est notre ministre de la Santé. Voilà, c'est vraiment une idée très répandue parmi les médecins que finalement les liens d'intérêt sont indispensables à la compétence de l'expert sanitaire. Donc voilà, cette question culturelle, ça c'est extrêmement difficile à changer parce que réellement la présence de l'industrie pharmaceutique est ubiquitaire du début jusqu'à la fin de la carrière des médecins.
L'autre aspect que je vois assez particulier au domaine de la santé dans cette question des liens et des conflits d'intérêts, c'est que ces liens d'intérêt sont structurels, c'est-à-dire qu'ils sont inscrits même dans la structure des agences. Et ça, c'est assez inquiétant. Il y a tout un écosystème finalement de liens d'intérêt. Si vous prenez la directive européenne qui fixe le fonctionnement de l'Agence européenne du médicament et également des agences nationales dans une certaine mesure, elle précise toute réglementation du médicament doit viser la protection de la santé publique. Toutefois, alors là ça fait peur, toutefois, ce but doit être atteint par des moyens qui ne remettent pas en cause le développement de l'industrie pharmaceutique. C'est écrit noir sur blanc dans la directive. Si on doit viser deux buts en même temps, favoriser le développement économique d'un secteur et protéger la santé, sachant que parfois, malheureusement, les deux vont arriver en contradiction, lequel va prendre le pas sur l'autre. Et clairement, ces dernières années, on voit de plus en plus la question de la santé publique céder le pas face à l'argument économique, donc ce qu'évoquait Gérard Bapt, à savoir une déréglementation assez sauvage au niveau de l'Agence européenne du médicament. On met aujourd'hui des médicaments sur le marché sans avoir non seulement de preuve de leur innocuité, ça pouvait arriver déjà, parce qu'effectivement c'est difficile sur des essais de durée limitée, sur des effectifs réduits, sur des populations sélectionnées, de repérer avant la mise sur le marché de tous les effets indésirables. Ça, malheureusement, il y en a toujours des effets qu'on va découvrir après. On s'assurait au moins que le médicament était efficace avant de le mettre sur le marché. Ça n'existe déjà plus. Pour certaines catégories de médicaments, aujourd'hui, l'Agence européenne du médicament, par exemple, dans un communiqué de presse pour un traitement hypolipémien, a écrit noir sur blanc. Nous n'avons pas de données actuellement sur l'effet sur la morbidité et la mortalité de ce médicament. Donc on ne sait pas si ça vous rend moins malade et on ne sait pas si ça vous tue plus. Mais on le met sur le marché. La version du doute, la version de la charge de la preuve est aujourd'hui totale, notamment dans le secteur des traitements du cancer. Aujourd'hui, il suffit de mettre cancer dans un dossier et ça passe. On met tout sur le marché, du moment que c'est pour le cancer. Et si après coup, une fois mis sur le marché, on s'aperçoit que finalement non seulement ce n'est pas si efficace que ça, voire même ça peut être délétère pour les patients, il n'y a pas de retour en arrière en fait. Il n'y a pas de décision de retrait du produit. Il y a plusieurs cas comme ça qui sont encore en circulation aujourd'hui. Donc voilà les spécificités que je vois dans ce secteur de la santé, c'est une culture finalement du lien d'intérêt et du conflit d'intérêt, avec le sentiment que tout ça c'est normal. On ne le voit plus finalement, et c'est notre travail entre autres, c'est d'éduquer les étudiants avant qu'ils soient trop formatés par toute cette ambiance, à voir ces liens d'intérêt tout simplement et à les évaluer. Et puis ce problème de structure à la fois donc, des agences, il faut savoir par exemple la Haute Autorité de Santé ou la NSM ont une double fonction. Elles aussi, c'est écrit dans leur statut, de soutien à l'innovation. C'est du soutien, par exemple, donner des cours à des entreprises pharmaceutiques sur la meilleure façon d'optimiser leur politique de brevet pour faire durer le plus longtemps possible l'exclusivité de leurs molécules. Un autre élément qui me semble assez caractéristique dans le domaine de la santé, c'est l'existence finalement d'un écosystème. Vous avez non seulement la profession médicale qui est bien sûr sensibilisés, chouchoutés, etc. par les industriels. Vous avez bien sûr les décideurs administratifs et politiques, mais vous avez aussi tout un ensemble d'acteurs tout autour qui eux aussi sont très nettement liés à l'industrie pharmaceutique. Par exemple, la presse médicale en France, à l'exception notable de Prescrire que citait Gérard Bapt, et d'autres revues pratiques, par exemple les revue indépendantes de l'industrie pharmaceutique, a un modèle économique qui repose intégralement sur la publicité des médicaments. Et donc, ils sont totalement dépendants, totalement, ils ont un peu d'abonnement, mais en fait, la part des abonnements est très réduite par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc, l'essentiel de leurs ressources provient des laboratoires, et évidemment, dans ces conditions, vous comprenez bien qu'ils n'ont pas à aller se fâcher avec eux en général. À ce sujet, si vous les retrouvez sur le site du Sénat, les auditions de la mission d'information Mediator, il y a eu toute une série d'auditions, et notamment l'audition de Gérard Kouchner, qui est le frère de Bernard Kouchner, qui est le président d'un groupe de presse médicale, notamment le quotidien du médecin, interrogé par François Autain, le sénateur, et qui lui demande mais comment se fait-il que lorsque le Mediator a été connu, le quotidien du médecin n'en a pas du tout parlé. La seule chose qu'on a vue sur le Mediator dans le quotidien du médecin, ça a été une tribune de Servier défendant le Covid. Comment ça se fait-il? Et la réponse de Gérard Kouchner a été parce qu'on ne fait pas les chiens écrasés.
Ouais. Je vous invite dans la même série, dans la même série d'auditions, je vous invite aussi sur ce sujet de la presse médicale, l'audition de Virginie Bagouet, qui est une journaliste, qui a fait valoir son droit de retrait parce que justement, elle en avait marre de voir ses articles corrigés par Servier et d'autres laboratoires dans une autre revue médicale. Déjà, la source d'information des médecins aussi, c'est contrôlé. Vous avez ensuite les associations de patients. Donc, comme le disait Marine, hélas, les associations de patients, avec la meilleure volonté du monde, parfois peuvent se retrouver à jouer contre les patients parce qu'elles ont besoin de ressources et généralement, il y a toujours un généreux laboratoire, comme par hasard concerné par le marché des maladies qu'ils représentent, qui va venir leur apporter les ressources nécessaires, mais après, ils s'aperçoivent qu'ils sont un petit peu pieds-poignets. Et ça pose fréquemment des problèmes, notamment à chaque scandale sanitaire. La première réaction des associations de patients est généralement de minimiser les faits, de rassurer leurs adhérents en disant non, ne vous inquiétez pas, c'est pas si grave. Les sociétés savantes, je les aime beaucoup, les sociétés savantes, ce sont ce qu'on appelle, par exemple, la Société européenne de cardiologie. C'est une association de médecins spécialistes dans un domaine précis et qui vont, entre autres, faire des recommandations qui vont ensuite être suivies par l'ensemble des médecins. Donc, c'est eux qui vont définir quelle est la bonne façon de traiter telle maladie, qui vont recommander tel ou tel produit. Donc vous imaginez que les laboratoires ont un énorme intérêt à ce que la recommandation recommande leurs produits en première ligne et recommande de traiter un maximum de personnes le plus longtemps possible, aux doses les plus élevées possibles. Et c'est malheureusement exactement ce qui se passe, parce que le modèle économique de ces sociétés savantes repose, alors là, pour le coup, presque intégralement, si on prend la Société européenne de cardiologie, c'est 3% de ces ressources qui proviennent des adhésions. Tout le reste provient directement ou indirectement des laboratoires pharmaceutiques. Leurs produits, c'est du temps cerveau disponible de médecins. Et ils le vendent très bien et très cher. Donc ça, c'est un énorme problème parce que ces sociétés savantes sont celles qui fixent la norme. Et à partir du moment où la norme est fixée de façon biaisée, comment pouvez-vous dire par rapport à quelle norme allez-vous pouvoir dénoncer cette norme si c'est la seule existante? C'est un système qui s'auto-référence au final. Et on arrive à une situation assez terrible où on a de moins en moins de moyens de dire cet avis est biaisé, cette décision est biaisée, et de moins en moins de recours contre, parce qu'on n'a plus aussi de recherche indépendante qui permettent, indépendamment d'un agenda précis, de faire une évaluation neutre d'un produit. C'est plombant, j'ai l'impression, mon discours. Ça regroupe un peu tout ce qui a déjà été dit jusqu'à présent, mais je confirme malheureusement. Alors, dans le but de déplomber un peu la fin du débat, on pourra peut-être reparler aussi de format adepte sur les facs de médecine ou sur des choses qui, moi, quand j'ai découvert ça, m'ont fait un peu tomber de ma chaise, à savoir qu'il fallait inciter des formations à avoir des cours de déontologie. C'est pas le cours de déontologie qui va servir de protection, mais déjà que ça n'existe pas, c'est assez fou. Bon, donc il y a un peu ça aussi dans vos actions, sur les facs de médecine et sur les liens que peuvent avoir au niveau de la formation. Il y a encore d'autres liens au niveau de l'hôpital quand il fonctionne, de financement, de labo, de matériel, etc. Et donc je repasse la parole à Benjamin pour voir après ce tableau un peu noir quelles étaient les portes qui s'ouvraient quand même pour essayer de éclairer le système, le démonter et l'enrayer si tant est que ça soit possible. En tout cas, je vous souhaite qu'après un passage à l'hôpital, les premiers chez vous après. Des petits chiffres par rapport à ce qu'on a dit, par exemple, c'est vrai que j'avais noté ça sur ce que tu disais, Anne, sur les guides, finalement, les guides cliniques, qui sont en fait construits par des médecins, prescripteurs et leaders d'opinion, et en fait qui vont servir de référence après pour le travail quotidien de chaque médecin. Une étude du CNRS de 2012 avait analysé que sur 37 guides cliniques, 59% des personnes qui avaient travaillé à la rédaction de ce guide clinique pour le ministère avaient des liens d'intérêt avec l'industrie. Seulement 2% avaient déclaré ces liens d'intérêt.
Donc voilà, la problématique justement sur la question des liens d'intérêt. Aujourd'hui, on est là aussi pour parler de corruption. Dans l'affaire du Mediator, il y a une personnalité qui est devant les tribunaux justement pour prise illégale d'intérêt, qui est Claude Grisselli, qui était justement un influent pédiatre français, donc reconnu comme un ponte, hein, comme on dit. Direction de l'INSERM de 96 à 2001, puis Conseil d'État. Et on s'est rendu compte à l'occasion de l'enquête sur le Mediator qu'en même temps que il poursuivait ses activités à l'INSERM, il était rémunéré pour conseil par Servier et il a touché 260 000 € de 2008 à 2010. Donc on parle quand même de 260 000 € de rémunération pour des conseils sur 2 ans, sur 2 années d'activité. Donc voilà, ça vous donne quand même une petite idée de quel montant en termes de rémunération on parle. Autre chiffre aussi sur la problématique de l'indépendance de l'expertise en France, parce que c'est vraiment ça l'enjeu sur lequel on va aller. Alors, l'indépendance ou la contradiction. En termes de rémunération en France, c'est presque honorifique en fait de travailler auprès d'un institut public ou l'Agence nationale de sécurité du médicament. J'ai fait des petites vérifications ce matin, donc pour 2018, pour une vacation. Une vacation, ça peut être avoir répondu à une question posée par l'agence, donc un médecin ou un expert à qui on va lui poser une question. Pouvez-vous nous donner votre avis là-dessus? Participer à une réunion, une après-midi entière aussi, ça vaut vacation. La rémunération pour ceci, on parle quand même de faire venir des médecins, des spécialistes, et bien c'est 90 € brut la vacation. Donc effectivement, on ne parle pas de bénévolat, mais pour des gens comme ça. Et heureusement, ils ont prévu pour ces messieurs qui peuvent avoir voilà, des rémunérations bien plus supérieures. Si perte de salaire, la vacation augmente à 360 € brut pour une demi-journée de travail. Donc effectivement, ça n'incite pas l'ensemble du corps médical et des spécialistes à participer à ce genre d'organisme. Et on voit justement que ces places finalement sont prises par des gens qui ont plus de temps ou qui justement ont des activités à côté en conseil et vont se trouver une rémunération derrière ces conflits d'intérêts cachés. Bon, effectivement, s'ils sont trop forts, on tombera, je pense qu'Élise va revenir là-dessus, sur la prise illégale d'intérêts et effectivement les cas de corruption. Donc moi, les solutions sur lesquelles je voulais parler, donc c'est peut-être pas la question de l'indépendance de l'expertise, c'est un peu une question, c'est un serpent de mer. Est-ce qu'on peut être indépendant, pas indépendant? Comme tu disais, le bon expert, il a des liens, il n'a pas des liens. Donc on pourrait peut-être parler justement déjà de la contradiction de l'expertise, et que dans cette expertise publique, on fasse intervenir différents experts avec chacun sa spécialité. Donc effectivement, d'un côté, l'expertise scientifique du chercheur public. Et là, on voit justement par rapport à ce que disait Gérard, il y a déjà une anticipation finalement du secteur privé. Là, par exemple, mon association, on est abonné à un magazine qui s'appelle Acteurs Publics. Donc c'est un magazine qui est largement sur la fonction publique. Et il parlait d'intégrer plus largement maintenant à l'expertise le secteur académique, comment faire intervenir le secteur académique, scientifique dans ces organes d'expertise. Et voilà, l'industrie a évidemment un coup d'avance parce que c'est quand même leur boulot. Hein. Les lobbies, c'est d'avoir toujours ce coup d'avance. Et aujourd'hui, avec les partenariats publics, privés, où justement on va chercher les meilleurs experts à qui on va proposer des contrats, et bien on s'assure aussi que finalement la recherche publique, qui est elle au service de l'État et finalement qui est notre recherche à nous, pour nous citoyens, et bien déjà commence à avoir des liens d'intérêt avec. Mais il faudrait bien justement intervenir dans cette expertise, on va dire contradictoire, catégoriser 3 genres d'expertise. Donc la première serait effectivement l'expertise scientifique indépendante avec l'intervention de chercheurs publics dedans, libres de conflits d'intérêts, on pourrait quand même le réclamer. Dedans, évidemment, l'industrie, en tant qu'industrie, représentant de l'industrie peut avoir sa place, mais que ça soit clairement défini que telle personne qui siège à tel endroit viennent au nom de l'industrie et non pas que ça soit justement sous des casquettes déguisées. Les conflits d'intérêts, ça c'est la grande question des conflits d'intérêts. Toute personne en conflit d'intérêts dit systématiquement « Oui, non, mais moi je sais faire la différence entre mes différentes casquettes ». Donc c'est toujours le jeu de jongler les casquettes. Et toute personne en conflit d'intérêts dira « Oui, non, mais moi je sais faire la différence quand je parle pour un tel ou pour un autre ». Donc si on avait des experts techniques,
les gens de la recherche et développement de telle entreprise qui viennent intervenir devant un comité en disant bah voilà, nous, nos recherches ont prouvé ça, qu'ils supportent jusqu'au bout. Au passage, encore une petite donnée que j'avais notée, c'est que dans l'industrie pharmaceutique, les sommes investies dans la promotion d'un médicament, ce qui inclut la promotion, le marketing, mais aussi tout le travail d'influence, le lobbying, tout ça est inclus dedans, ça représente 2 fois les sommes dépensées pour la recherche et le développement. Donc voilà, on dépense 2 fois plus en lobbying qu'en recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique. Et la troisième expertise qu'on pourrait faire intervenir, justement, c'est l'expertise citoyenne. C'est l'expertise d'abord des patients, voilà, parce que c'est les premiers experts, finalement, une personne qui est en traitement depuis de nombreuses années, est la première experte de ce genre de choses. Donc, maintenant, on a accès à des données aussi de nos patients et on est capable de comprendre. Parce que même si des fois il y a des... Moi je ne comprends toujours pas pourquoi en France, par exemple, la notice patient et la notice à destination des médecins qu'on appelle le RCP, pourquoi c'est pas la même? Comme si on n'était pas capable de comprendre. Si vraiment on n'est pas capable, on peut prendre la notice du médecin, un peu plus complexe, et aller voir son médecin pour lui dire voilà, là j'ai pas compris ce que ça veut dire, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Voilà, donc on a accès à cette information-là. Et maintenant, il y a beaucoup de Français qui s'en saisissent. Enfin, on voit bien, les scandales sanitaires se succèdent et à chaque fois, c'est des patients qui sont à la tête et qui portent ça pour essayer de faire changer les choses et derrière demander réparation. C'est un droit qui a déjà été gagné, en fait, de la reconnaissance de la liberté des patients de pouvoir donner leurs mots face aux médecins dans un traitement. C'était quelque chose qui n'était pas évident, parce qu'au milieu des années 80, en fait, c'est la communauté LGBT gay qui a gagné ce droit de reconnaissance de connaître les traitements qu'on va devoir prendre par les médecins. Donc ça a été, au passage, c'était aux États-Unis, et là on va justement par le modèle américain. Aux États-Unis, on met des médicaments sur le marché, on fait quelques milliards, et puis finalement, s'il y a quelques morts à la fin, on relâche quelques autres milliards. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, les actionnaires aient empoché plus de milliards qu'ils en aient lâché. C'est le jeu aussi de l'industrie en général. Ce qui est important quand je disais responsable mais pas coupable dans les solutions, c'est la notion accountability en anglais, donc la redevabilité devant la loi, et justement d'établir, de lutter contre la dilution de l'expertise dans la prise de décision, et de savoir exactement qui est responsable, en fait. C'est d'établir clairement des chaînes de responsabilité dans les prises de décision, chacun à son niveau, l'expert, le politique, l'administratif, et que ce soit effectivement totalement mis à plat, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment... le système a été organisé de sorte à organiser l'irresponsabilité. Ça a été tout un travail de construction de la norme qui a été fait sur de nombreuses années pour permettre justement... cette irresponsabilité, aujourd'hui les procès sont faibles, hein, comme le Mediator, et ils mettent des années. Des paquines quand même, pour des paquines, on a quand même attaqué au civil 2012, au pénal en 2015, en tribunal administratif, puisque dans le même cas, on est dans les mêmes années que Mediator, donc l'agence du médicament est désignée comme responsable. C'était la première action de groupe en matière de santé et un fonds d'indemnisation des victimes de la débâquine. Donc, comme je dis, si on me vire par une porte, je rentrerai par l'autre. Donc, je sais qu'on va y arriver. Engager une potentiel de responsabilité publique et pénale sur ce genre de choses. Une expertise pluraliste, contradictoire et transparente. Et la participation des associations, des syndicats, des analystes indépendants, justement, dans les prises de décision, ou au moins le long de la chaîne de prise de décision. Et puis, finalement, sur les questions de la transparence et de la lutte contre les conflits d'intérêts, il y a eu une loi en France qui oblige quand même les médecins, Forecan, tu nous en reparles, sur la déclaration des cadeaux. Et là, évidemment, les lobbies sont passés, ils avaient laissé un petit trou pour faire en sorte que certains contrats les plus lucratifs ne soient pas déclarés dans cette déclaration obligatoire. Donc une solution, ça serait quand même développer des bases internationales et uniques, publiques et consultables de déclaration d'intérêt de l'ensemble du corps médical, des grands experts, des leaders, ce qu'on appelle leaders opinion. Et aussi, évidemment, imposer aux agences d'évaluation un processus qui soit transparent, qui fait référence à toutes les données utilisées, qui soit pluridisciplinaire, pour éviter la captation par un champ disciplinaire donné, l'entre-soi. Pour sortir de l'entre-soi, il faut effectivement faire intervenir d'autres genres d'expertise.
et faire en sorte que imposer une transparence, une accessibilité des données scientifiques. Ça, il y a un enjeu scientifique en fait derrière, c'est-à-dire quand on lisait sur les revues, alors il y a d'un côté il y a les revues médicales pour les médecins qui sont sympathiques, marketing, mais il y a aussi dans les stratégies de lobbying qu'on n'a pas dit, c'est que il y a l'influence sur le corpus scientifique international. C'est-à-dire qu'une agence d'expertise, elle va se baser sur la science internationale, l'état de la science à un moment donné, et en disant aujourd'hui, d'après l'état de la science internationale des publications faites dans l'ensemble des grands magazines scientifiques, rien ne permet de conclure au fait que ce produit puisse être caractérisé comme dangereux, ce qui nécessiterait un retrait du marché. Et en fait, on voit que les grands laboratoires influencent aussi le corpus international scientifique, avec une pratique qui s'appelle le ghostwriting, qui est en fait, qu'on peut appeler aussi nègre scientifique, où on demande justement, c'est une façon encore de rémunérer ces grands scientifiques, leaders d'opinion, où un laboratoire discrètement va leur amener une étude déjà tout écrite, une étude scientifique, et ils auront juste à rajouter leur nom dessus, et ils vont la publier dans un magazine. Voilà, on va essayer de trouver un magazine, ils ont des cotes de magazine, plus il est important, plus ça rapporte en réputation. Évidemment, ce papier qu'on lui aura mis dans les mains va dire tout le bien qu'il pense d'un nouveau médicament, d'une nouvelle molécule. Et ensuite, derrière, l'expert qui sera invité à l'agence sanitaire française va dire « Ah bah oui, d'après l'étude du grand professeur, on peut dire qu'il n'y a aucun problème pour le mettre sur le marché ». Donc voilà, c'est contre ce genre de pratique qu'il faudra lutter aussi. Donc c'est un système assez captif, et ça, vraiment l'enjeu, la pierre angulaire là-dessus, c'est la lutte contre les conflits d'intérêts. Encore une fois, la transparence des bases de données publiques, une science aussi qui se rend beaucoup plus transparente au niveau de ce système de publication. Et c'est tout à fait atteignable. Et je pense que ça le serait même atteignable en peu d'années, d'abord par la France, ensuite au niveau européen. Il n'y a pas vraiment de barrage réglementaire aujourd'hui, si ce n'est encore l'influence des lobbies qui verrouillent tout ce système. Et il y a de bonnes entrées encore pour lutter contre toutes ces formes de corruption-là. C'est une bonne nouvelle plutôt qu'Anticor a envie de venir aussi sur le sujet pour soutenir les lanceurs d'alerte. Et une solution, oui, effectivement, j'avais oublié, très importante, c'est la protection des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que le scandale sanitaire, pratiquement systématiquement, est révélé par les patients, par des lanceurs d'alerte de la communauté scientifique aussi, qui risquent leur carrière, par des journalistes. Et tout ça, évidemment, la protection des lanceurs d'alerte, c'est important. Et mon livre était coédité avec la Fondation Sciences Citoyennes, qui a lancé la Maison des lanceurs d'alerte, dont Anticor fait partie aussi. Voilà, la protection des lanceurs d'alerte, c'est un enjeu aussi important pour révéler tous ces scandales sanitaires à l'avenir. Juste quand même une dernière intervention de Élise sur comment Anticor voit les choses sur la santé et notamment les dernières stratégies en cours. Oui, alors c'est un sujet qui nous intéresse énormément, qui explique qu'on soit en train d'en parler aujourd'hui. On a pas mal de projets sur ce sujet-là, notamment on vient de commencer un partenariat avec Sciences Po Paris avec quelques étudiantes qui ont envie de bosser sur le sujet et Formandel, donc HLE, sur les conflits d'intérêts et la capture de la science. Donc on va avoir des étudiants une demi-journée par semaine pendant toute l'année qui vont bosser sur ces sujets pour faire un état des lieux complet de tous les risques de conflits d'intérêts, voir quel est l'encadrement juridique à ce stade et qu'est-ce qu'il faut améliorer donc pour aller vers un plaidoyer. Et en deuxième partie, comment on se bat aujourd'hui contre ces conflits d'intérêts. Et il se trouve que Anticor a rejoint Formandel dans ce combat-là l'année dernière, quelque chose de très constructif, puisque à Formandel, il n'y a que des médecins. À Anticor, on est plutôt juriste. En tout cas, je suis vraiment pas du tout médecin, j'y comprends rien. Mais il paraît qu'il y a des formations sympas aux Seychelles, tout ça, donc je suis un peu triste. Voilà, formation continue, il y a aussi un beau domaine dont il faudrait parler.
dans le milieu médical. Et donc, Formindep en fait, se bat depuis un moment contre des recommandations qui sont faites par des experts qui ont des liens d'intérêt, ce qui pose problème. Et donc, on s'est croisés l'été dernier, en 2018. Parce que Formindep est en train de demander le retrait d'une recommandation de la haute autorité de la santé, parce que cette recommandation a été faite par un collège de 9 experts, dont 6 avaient des conflits d'intérêts manifestes. Et donc, Formindep demandait au Conseil d'État d'ordonner à la Haute Autorité de Santé d'abroger cette recommandation, sachant que cette recommandation, en fait, c'est ce collège d'experts qui dit dans un document de 10 pages, de 50 pages, c'est plus, que tel médicament, en l'occurrence c'était les statines qui par ailleurs sont l'objet d'autres critiques, mais je vais m'arrêter là parce que je ne comprends rien. Donc, dans un document, ces experts disent que ce médicament, il faudrait finalement que telle et telle personne le prenne. Donc, il y a un enjeu finalement pour les industries pharmaceutiques de clientèle, tout simplement, puisque la recommandation peut élargir le nombre de patients auxquels les médecins vont prescrire ce médicament. Donc, une influence quand même très claire sur les marchés. Voilà. Et une belle coopération, je dois dire, entre deux associations qui ont des compétences différentes. Voilà, donc en étudiant ce dossier-là qui était déjà préparé d'un point de vue scientifique, Formindep ayant fait ce travail en fait, qui consiste à croiser des sources, puisque on a en France aujourd'hui une base transparence santé où les labos déclarent les rémunérations qu'ils donnent, tous les déjeuners, toutes les conférences, toutes les rémunérations données aux médecins. Donc, les transports aussi, je ne savais pas. Et donc vous pouvez, sur cette base-là, si vous avez ce que je fais maintenant régulièrement, parce que je suis devenue un petit peu accro, si vous voyez qu'il y a un médecin dans un journal, comme par exemple l'Express, qui fait 4 pages en disant que ce type de médicament est merveilleux, et moi maintenant je vais sur la base Transparence Santé, je mets son nom et je regarde avec qui le paye, qui paye son loyer, et si par hasard il n'y aurait pas dans ces gentilles personnes qui lui payent très cher les conférences, des laboratoires qui commercialisent les médicaments dont il fait la pub. Voilà, donc c'est un travail un peu de fourmi d'aller voir toutes ces informations. Il y a beaucoup de sources différentes, il y a des sources européennes. Vous êtes allé voir aussi la presse médicale, puisqu'on est censé, normalement, quand on publie un article scientifique, dire si on a des conflits d'intérêts, sauf que finalement, c'est tout de même assez rare. Manque de peau pour certains, il se trouve qu'ils l'avaient déclaré. Et donc, on est retombé dessus. Et donc, en aidant Formindep finalement à formaliser juridiquement leur action, je me suis rendu compte que le Code de la santé publique nous dit que si un expert qui est chargé d'une mission de service public, ce qui est le cas de tous les experts qui interviennent pour la Haute Autorité de Santé, bien évidemment, si un chercheur est en charge d'une mission de service public, eh bien, il est susceptible d'être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. C'est-à-dire que ce chercheur de la Haute Autorité de Santé qui, en 2017, donne un avis sur un médicament, il n'a pas le droit, dans les 3 années avant et dans les 3 années après, d'être rémunéré par un laboratoire qui est intéressé aux résultats de ses recherches. C'est quand même bien normal. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense, contrairement à notre ministre de la Santé. Donc, on a pris une décision qui n'était pas forcément facile, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un désengagement... Il y a un désengagement de l'État dans le financement de la recherche. La recherche publique est pauvre. Donc l'État, en se désengageant, a quand même laissé un marché exceptionnel pour les laboratoires qu'ils n'ont pas manqué d'occuper. Donc c'est une réalité aujourd'hui que la recherche est très majoritairement financée par les laboratoires pharmaceutiques. Et puis on s'est dit, voilà, ces pauvres médecins qui finalement font comme tout le monde, est-ce qu'il faut vraiment s'attaquer à eux, sachant que la prise illégale d'intérêt, c'est pas une amende, c'est une infraction, c'est un délit qui est puni de 5 ans de prison.
Et on s'est dit en même temps, est-ce que c'est pas la seule manière de mettre un coup d'arrêt à ces pratiques, d'envoyer un signal au monde médical, au monde des médecins, en leur expliquant, puisque après de nombreuses années de lobbying, ils ne le comprennent plus, qu'on ne tergiverse pas avec les intérêts des patients dans le domaine médical, et que manifestement ils n'ont pas du tout cette distance. Alors on disait qu'on sait faire la différence. Alors ça me fait marrer parce que on est allé à un colloque sur le lobbying à l'Assemblée nationale, et en fait il y avait des lobbyistes qui expliquaient leur point de vue, et donc j'ai compris que ce qu'ils font en grande partie, c'est aller voir les parlementaires et leur expliquer qu'ils sont beaucoup trop intelligents pour se faire avoir par des pauvres petits lobbyistes. Donc on est un peu dans le même raisonnement, j'ai l'impression, où les médecins se disent, bah non, on est médecins, on est professionnels, on est intelligents, on va pas se faire avoir. Comme les parlementaires, ils tombent tous dans le panneau. Donc finalement, Anticorps a décidé de faire cette action, qu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an et qui est un peu laborieuse pour le moment. Mais on poursuit actuellement 6 médecins experts de la Haute Autorité de Santé en prise illégale d'intérêt, et ils risquent 5 ans de prison. Voilà. Merci, je suis désolée de vous interrompre un petit peu, mais c'est la règle du jeu. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions dans la salle. À l'étage en dessous, un grand panneau, expression libre. Qu'est-ce que vous pensez des lobbies au chevet de la santé? Il y a des post-it à côté. Vous nous mettez aussi vos remarques, vos réactions, tout